Bonjour à tous, on va commencer. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment gérer les erreurs avec l'aide du système de type de Scala. Donc on va voir comment et pourquoi les gérer avec l'aide du système de type. Premièrement, moi je m'appelle David Sferusa, je suis développeur et responsable R&D chez Escal, une agence nantaise d'innovation web, et je suis doctorant en génie logiciel dans le labo de l'Université de Nantes. Ça fait à peu près 2 ans que j'écris des projets pro et perso en Scala et en Haskell, et un petit peu en X même en ce moment. Et en fait, c'est à partir de cette expérience-là que j'ai eu l'occasion de d'explorer un petit peu les problématiques dont je vais vous parler aujourd'hui. On va commencer par mettre un petit peu le cas d'exemple qui servira de fil rouge pendant toute la présentation. Mettons qu'on est en train de construire une application et qu'à un moment, cette application, que ce soit une application web ou pas d'ailleurs, elle a besoin qu'un utilisateur lui passe des données en entrée. Donc là, j'ai un format de données, donc c'est un truc très très simple, ça représente un joueur qui a un nom, qui a un niveau et qui a des points de vie. Là, j'ai mis un exemple en JSON, mais ça peut être n'importe quoi. Ce qui va nous servir de point de départ, c'est le deuxième extrait de code où on voit une case class qui représente du coup cette entité, où on retrouve du coup le nom, le niveau et les points de vie. Ça, c'est notre point de départ. Ce qu'on va vouloir faire, c'est valider est-ce que l'utilisateur qui nous a du coup fourni ça respecte des critères métiers qu'on a établis pour notre application. Donc concrètement, c'est comment est-ce qu'on va implémenter la fonction validate que j'ai mis en dessous, qui va en entrée accepter un joueur et en sortie nous renvoyer un joueur qui est valide. Donc j'ai mis la case class du joueur qui est valide, qui est exactement la même que le joueur normal. Là, dans cet exemple-là, j'ai fait simple. On pourrait imaginer que la structure est différente, mais là, ce sera la même chose. Donc le seul moyen finalement de les différencier, c'est le nom de la classe. Donc pour qu'un joueur soit valide, on fixe 3 critères. Donc là, c'est complètement arbitraire, c'est pour l'exemple. Le nom, il doit être supérieur à 3 caractères. Le niveau doit être positif. Et le nombre de points de vie doit avoir un maximum qui est établi par cette formule qui dépend du niveau du coup. Ça, c'est mes 3 critères. Donc ce que je fais, la première chose, c'est on va transformer ces 3 critères en Scala, les implémenter. Donc à chaque fois, j'ai une petite fonction qui va prendre en entrée les différentes grandeurs dont on a besoin et qui va renvoyer un booléen. Donc si ça renvoie vrai, c'est que le critère il est respecté. Et si ça renvoie faux, c'est qu'il n'est pas respecté. Donc là, l'implémentation, finalement, elle est assez triviale parce que j'ai pris des exemples très simples, mais elle n'a pas vraiment d'importance pour la suite. Là, je vous l'ai mise comme ça, pour avoir des repères. Ce qui est important de voir, c'est que notre fonction validate, elle peut ne pas réussir à créer un player valide dans le cas où un des critères va être enfreint, ne va pas être respecté. Et donc la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut gérer ça à la fois du point de vue de la définition de notre fonction validate et à la fois au niveau de son appel. Parce que là, on fait comme si c'était nous qui codions l'ensemble, mais on peut imaginer que la définition elle soit faite dans une librairie et puis que vous soyez l'utilisateur de cette librairie. Et donc c'est intéressant de voir les deux points de vue. La première approche, qui est la plus triviale, c'est d'utiliser null. Donc tout simplement, je fais dans ma fonction validate, on va tester, alors j'ai pas mis tout le code, j'ai enlevé les parties verbeuses, mais dans le if, on testerait si nos 3 critères, en utilisant les 3 fonctions que j'ai fait juste avant, si ces 3 critères sont vrais, à ce moment-là, on peut créer une valeur de valid player, et s'ils sont faux, on décide de renvoyer une null. Donc à l'utilisation, c'est l'extrait juste en dessous. On est bien obligé en fait de tester après une fois qu'on a lancé, qu'on a appelé validate en lui passant un player, on est obligé de tester en fait si le résultat vaut null ou pas, parce que si jamais c'est null et qu'on l'utilise, on obtient la fameuse null pointer exception que certains appellent la billion dollar mistake. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat aujourd'hui, mais bon, ça fait pas très professionnel quoi, donc, de tomber là-dessus. Donc null c'est pas ouf parce que on peut facilement oublier de le tester. Si on oublie de le tester, on a une erreur au runtime. Et l'autre truc qui est pas très propre non plus, c'est que null, c'est une fonction c'est une valeur, pardon, qui est valide pour tous les types. En tout cas, en ce cas-là, c'est comme ça que c'est fait. Ce qui veut dire que n'importe quel type, null est une valeur qui fonctionne pour ce type-là. Donc la recommandation, souvent, c'est ne jamais utiliser null en ce cas-là. Donc je vais pas m'étendre beaucoup dessus. L'autre moyen, c'est d'utiliser des exceptions.
Donc là, j'ai repris ma fonction validate. On voit que cette fois-ci, je teste séparément chacun des 3 critères. C'est plus dans la même condition. Et ça me permet à chaque fois, si le critère n'est pas respecté, de renvoyer une exception en indiquant un message d'erreur pertinent. Si jamais les 3 critères sont respectés, du coup, je renvoie la valeur qui m'intéresse de valid player. À l'usage, je suis obligé de mettre ça dans un bloc try-catch. Et du coup, dans mon catch, je peux choisir de réparer ou de propager l'erreur suivant ce que je peux faire. Le problème avec les exceptions en ce cas-là, c'est qu'il n'y a pas de checked exceptions comme on peut avoir en Java, ce qui veut dire qu'on est un peu obligé de tout attraper, d'attraper tout ce qui peut être lancé sans vraiment savoir ce qui peut être lancé. Donc certains appellent ça le Pokémon Driven Development, parce qu'il faut tous les attraper. Ça, c'est la petite blague. L'autre problème, c'est que throw va stopper l'exécution de la fonction. C'est-à-dire que dans mon exemple, si j'ai 2 critères qui sont en frein, eh ben, je vais avoir qu'une seule erreur pour le premier qu'on aura détecté. Donc ça, c'est pas très très bien. Si on oublie de mettre un try-catch, évidemment, l'exception va se propager, on n'aura aucune chance de la réparer. Et le dernier point qui n'est pas très très cool non plus, c'est que throw est de type nothing, qui est plus ou moins ce que je viens de dire avec null en ce cas-là, c'est-à-dire que le type n'indique rien. On est encore en train de jouer contre le système de type, alors du coup, c'est pas une très bonne idée souvent. Et oui, du coup, je disais, le premier point, je reviens dessus. Comme ça stoppe l'exécution, on ne peut pas combiner les erreurs. On verra par la suite qu'il y a des solutions pour combiner les erreurs qui sont assez sympas. Donc là, je vous ai fait un petit aperçu de 2 manières de gérer le problème qui sont, entre guillemets, un peu naïves. C'est les choses les plus simples qu'on peut mettre en place directement comme ça. Mais il y a d'autres moyens de le faire. Avant de passer sur les autres moyens pour régler ce problème, on va se poser un peu des questions sur, finalement, nos erreurs, qu'est-ce que c'est? Donc là, je parle bien d'erreurs métiers, ce pas des erreurs techniques. C'est des erreurs métiers, on peut les prévoir. Donc j'ai mis une liste de 3 erreurs possibles dans mon système, donc je les connais. Et du coup, finalement, est-ce qu'on ne peut pas considérer que ces erreurs métiers, c'est un résultat comme un autre? C'est-à-dire que il faudrait que je trouve un moyen d'exprimer dans le type de ma fonction, le type de retour de ma fonction, que ça peut échouer, parce que c'est comme un résultat. Comment est-ce que déjà on peut modéliser ces erreurs en ce cas-là, les représenter? On peut utiliser des case objects ou des case class. Donc la différence entre les deux, c'est que le case object, on peut le voir comme un singleton. C'est un singleton en Java, c'est à peu près la même chose. Donc là, typiquement pour le name to short, c'est la seule information qu'on veut décrire là-dedans. Le case class permet, lui, du coup, d'indiquer des attributs, comme une classe en Java. Je ne vais pas revenir trop sur les différences entre case class en ce cas-là et classe en Java. Mais pour faire simple, en fait, c'est comme une classe Java, sauf qu'on a des petits bonus en plus qui tombent gratuitement, du style les fonctions equal, hashcode, etc. sont automatiquement faites pour que si je compare 2 objets qui ont les mêmes attributs, ce soit égal. Et s'il y a un attribut qui change, c'est pas égal. Donc c'est plus vraiment une égalité référentielle. Donc c'est sympathique ça quand même. Mais du coup, par exemple, si le critère qui limite le nombre de points de vie de mon joueur n'est pas respecté, je vais avoir envie, dans le message d'erreur, de dire combien il a de points de vie et quel était le maximum. Ça, c'est arbitraire, encore une fois. Moi, j'ai choisi de le décrire comme ça. Ça me permet d'arriver sur une notion qui est assez sympathique, les types algébriques de données. En fait, l'idée, c'est le algébrique vient du fait qu'on a comme 2 opérations. Alors, c'est avec des guillemets, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le vocabulaire exact. On a 2 opérations qui nous permettent de créer des types à partir d'autres, comme dans un algèbre. On a de la somme tout d'abord, dans le premier exemple, qui permet de dire, en fait, soit notre type résultant, ça va être une valeur qui provient soit d'un type, soit de l'autre type. C'est un peu comme une union. Et le produit, ça dit qu'on va avoir une valeur d'un type et une valeur de l'autre type. Concrètement, en ce cas-là, comment est-ce qu'on utilise ces trucs-là? Le truc le plus simple, c'est d'utiliser un trait. Donc là, j'ai mis VE pour validation error parce que ça ne rentre pas sur les slides si je mets validation error à chaque fois. Le mot-clé sealed, il est assez important. Je vais revenir un peu plus tard dessus quand on verra des exemples, mais ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, on définit un trait. Donc un trait, là, en l'occurrence, ça pourrait être assez comparable à une interface en Java.
C'est-à-dire que j'ai même pas défini d'attributs ou de méthodes qui sont obligatoires dans ce trait. Il a juste un nom. Mais le fait qu'il soit scellé, ça veut dire que je ne peux pas créer une classe ou un objet ou un autre trait qui va implémenter ce trait-là en dehors du fichier où j'ai défini ce trait-là. C'est-à-dire qu'en gros, je lui dis, bah, voilà, ça c'est un trait, et puis ensuite, il y a, dans mon exemple, j'ai 3 objets, enfin, 3 classes qui vont implémenter et étendre ce trait, et il ne peut pas y en avoir plus, c'est impossible. N'importe où dans le code, à part dans ce fichier, évidemment, on ne peut pas en faire plus. Donc si ce truc-là est dans une bibliothèque, et que c'est moi qui l'ai écrit, je sais qu'il n'y a que 3 possibilités pour créer une valeur de type VE. Et c'est exactement ça qu'on veut, c'est qu'on a dit des erreurs de validation, il n'y a que 3 manières d'échouer, et donc c'est modélisé par ces 3 classes et objets. Donc là, on retrouve les 2 premiers, c'est le nom est trop court ou le niveau du joueur est négatif. Dans ce cas-là, on ne cherche pas à encapsuler plus de renseignements que juste cette information-là. Dans le 3e cas, on va mettre plus d'informations dedans, mais ça, encore une fois, c'est à la conception qu'on va choisir. Et donc l'intérêt vraiment, c'est qu'il n'y a que 3 manières de créer une validation error, il n'y en a pas plus. Les 3, elles sont listées juste en dessous. Il n'y a aucun autre moyen de créer une valeur de type VE que ces 3 façons-là. Donc c'est un petit peu le côté, on a ce qu'on appelle un type somme, c'est ce que je disais juste avant sur la slide des ADT. C'est-à-dire que là, c'est une valeur de soit name too short, soit invalid level, soit too many HP. C'est une des 3. Et pour le cas de too many HP, du coup, j'ai 2 valeurs qui sont toutes les 2 entières. Donc ça, c'est le petit côté algébrique. J'ai une petite slide sur des options utiles du compilateur, donc on peut mettre dans son fichier build.sbt, qui sont assez sympas. Je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que c'est un petit peu hors du contexte de ce truc-là, de cette présentation. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que la toute dernière permet de transformer les warnings en erreurs, et que certaines qui sont au-dessus vont nous permettre vont nous alerter en émettant des warnings quand dans le pattern matching on a des trucs qui sont un peu ambigus ou qui sont pas complets. Donc l'intérêt de les transformer en erreurs, c'est qu'on ne pourra pas compiler, on ne pourra pas créer le programme s'il y a le moindre risque que le pattern matching ne fonctionne pas et que du coup on ait une erreur au runtime. Mais je vais revenir dessus, j'ai un exemple là-dessus. On va revenir en fait sur notre problème de comment est-ce qu'on code cette fonction validate. Cette fois-ci, on va regarder ce que propose Scala. Le premier type qui est proposé, c'est option de A. Le A entre crochets, ça indique un paramètre de type. En fait, un paramètre de type, c'est-à-dire que A ici, ça peut être n'importe quel type. Ça peut être un entier, ça peut être une chaîne, ça peut être un objet, respecter une certaine classe. Et donc, option, c'est un type somme dans le sens où il y a 2 constructeurs. Soit il y a none, qui ne prend pas de paramètre, soit il y a somme qui prend un paramètre de type A. Donc, le même que celui de l'option. Ce que ça veut dire, c'est qu'en gros, si c'est none, ça veut dire qu'on n'a pas de valeur, et si c'est somme, ça veut dire qu'on a une valeur. Sauf que ça ressemble vachement à ce qu'il y a quand on utilise null, mais sauf que là, c'est écrit dans le type, que ça peut renvoyer pas de valeur. Quand on implémente la fonction validate, c'est exactement le même schéma que ce qu'on avait tout à l'heure avec null, sauf que du coup, soit on a nos critères qui sont respectés et on encapsule notre résultat dans somme, soit c'est pas le cas, et du coup on renvoie none. Là, on remarque que, tout comme null, on n'a pas d'information sur l'erreur. C'est-à-dire que si un des critères n'est pas respecté, on ne sait pas lequel. Mais c'est bien beau d'avoir une option de A. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on récupère le A, la valeur qu'il y a dedans? Donc là, les 2 premières lignes en haut, c'est vraiment juste le contexte, on va dire. C'est-à-dire que je crée un player et puis je le fais passer dans ma fonction validate. Donc là, j'obtiens une valeur de type option de valid player. Maintenant, comment est-ce que je peux utiliser ce truc-là? Le premier moyen, c'est d'utiliser une fonction de l'API des options comme map, qui va me permettre de modifier le résultat à l'intérieur du option, uniquement s'il est présent. S'il n'est pas présent, ça n'aura aucun effet, puisqu'on ne va rien modifier, il n'y a rien à modifier. Et on peut voir là, sur cet exemple, que ma modification, c'est une lambda, là, p/p.name. Ça consiste en gros à dire, je veux juste récupérer le nom. Donc j'ai un objet, puis je veux le transformer en juste un attribut de l'objet. Et donc ça va changer le type. Après le map, j'ai une option de string, parce que du coup, j'ai récupéré que le nom. Une autre manière de faire, c'est d'utiliser le pattern matching avec le mot-clé match, qui me permet d'exprimer plusieurs cas
que je vais vouloir séparer. Du coup, après, je renvoie une valeur où j'ai un traitement pour chaque cas. Comme option, il n'y a que 2 constructeurs, bah, j'ai que 2 cas. Alors, je pourrais détailler encore plus, on pourrait imaginer plus de cas pour des trucs plus précis, mais le truc de base, c'est j'ai 2 cas. Donc le premier cas, c'est s'il n'y a rien, donc none. Là, je peux choisir de gérer une erreur. Et s'il y a quelque chose, dans ce que je vais mettre après la flèche, après le case sum de P, je peux utiliser P comme si c'était la variable qu'il y a dedans. Il n'y a pas de risque que ça me dise null pointer exception, puisque là, on est vraiment dans le cas où elle est dedans. Donc c'est sûr que P a une valeur. Et le dernier moyen, alors j'en détaille que 3 ici, mais il y en a plus. Mais là, c'est les trucs les plus classiques. C'est d'utiliser la petite méthode get or else de l'API des options, qui me permet de dire, bah, s'il y a une valeur, on la prend. S'il n'y a pas de valeur, bah, je fournis une valeur par défaut qui sera utilisée à la place. Donc dans ce cas-là, je suis obligé de retrouver une valeur A. Il n'y a pas de cas où ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de valeur. Donc ça, comme je disais, c'est bien sympa, mais on n'a pas d'information sur l'erreur, si on a une. Donc il y a un deuxième type qui est assez intéressant, c'est either. Ici, il y a 2 paramètres de type qui s'appellent A et B. Et on retrouve aussi 2 constructeurs qui s'appellent left et right, qui chacun vont prendre, left prend un paramètre de type A et right de type B. J'ai mis le petit import aussi parce que c'est tout le temps ce qui manque dans toutes les docs ou les tutoriels, etc. Cette fois-ci, si je recode ma fonction validate, donc qui va renvoyer un either soit d'une erreur de validation, soit on a un player valide, je vais pouvoir, comme pour ce que j'avais fait tout à l'heure avec les exceptions, détailler et traiter chaque critère un par un. Comme ça, je renvoie vraiment une erreur propre à ce critère. Quand j'ai une erreur, je l'encapsule dans left. Quand j'ai pas d'erreur et que j'ai un résultat, je l'encapsule dans right. Donc je ne sais pas si vous êtes très familier avec ce cas-là, il n'y a pas de mot-clé return parce qu'en fait tout est évalué comme une expression. À chaque fois c'est le dernier truc de l'exception qui fait office de valeur de retour. Et comme j'ai chaîné des if-else, tout ça, ça peut être vu comme une sorte une seule exception qui aurait du coup 4 points de sortie possibles. Donc il ne faut pas être perturbé par ça, ça se fait très bien. À l'utilisation, comment ça se passe? C'est assez similaire à option. C'est un peu les mêmes API. Alors évidemment, je n'ai pas tout détaillé comme pour option, mais on retrouve un petit peu la même chose. La subtilité ici, c'est que on ne peut pas faire directement map dessus parce qu'il y a 2 valeurs. Donc si on veut transformer quelque chose, il faut lui indiquer soit right, soit left. C'est ce que j'ai mis en commentaire dans le deuxième exemple. C'est pas dingue parce que en pratique, c'est rare qu'on veuille faire un map sur l'erreur. Souvent, c'est un map sur le résultat. S'il y a une erreur, on a envie de la traiter ou on va pas commencer à la triturer. Mais bon, je reviendrai là-dessus. Il y a des solutions à ce problème. J'ai mis un exemple de pattern matching où là, en fait, même s'il y a 2 constructeurs pour either, on peut quand même aller plus dans le détail, c'est-à-dire mettre vraiment nos 4 résultats possibles, où dans le pattern matching, on indique quel est le type qu'on va mettre dans left, de manière plus précise. Ce ne sera pas juste un left de validation error, on aura un left de name too short. Là, on peut réagir. Pareil pour invalid level, etc. Donc là, on peut traiter nos 4 cas séparément si on veut, ou alors on peut faire le même pattern matching que tout à l'heure avec option et du coup traiter que 2 cas par exemple. Ça, c'est vraiment comme on veut. Et ce qui est important de noter, c'est que si on oublie de traiter un des cas, on va avoir un warning du compilateur parce que either n'a que 2 constructeurs, on ne peut pas en rajouter un, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et ça, c'est vachement sympa. Notamment, je vais développer un tout petit peu plus. Si j'enlève un de mes case left, ça ne marche plus. Il va me mettre un warning parce qu'il aura détecté que mon left de VE, il y a un cas que je n'ai pas traité. Je ne sais pas si c'est à peu près clair. Un autre type qui est assez courant aussi, c'est try. Alors try, je n'ai pas détaillé l'exemple parce qu'il est assez similaire à either. La différence, c'est comme si le côté gauche de either, donc celui qui contient l'erreur, au lieu qu'on puisse spécifier son type, c'était un type throwable, donc une exception. Ça fonctionne à peu près la même chose. Alors j'ai à peu près pareil, j'ai mis à peu près parce que c'est pas exactement la même API, c'est pas exactement les mêmes trucs, mais conceptuellement ça ressemble beaucoup. Le problème c'est qu'on n'a pas de liste exhaustive des erreurs, vu que c'est un throwable, n'importe quelle exception peut se mettre dedans. Contrairement au either tout à l'heure où c'était une de nos 3 erreurs et aucune autre. Par contre, du coup, c'est sympa pour interagir avec du code qui peut lancer des exceptions, puisqu'on peut facilement le contenir dedans.
En fait, il y a même un constructeur spécial qui permet de dire, plutôt que de faire un bloc try-catch, parce qu'on va appeler je sais pas, du code Java ou du code Scala qui peut envoyer une exception, plutôt que de mettre ça dans un bloc try, on peut le mettre dans un try avec un T majuscule, donc le type. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va nous renvoyer un objet de type try, qui, s'il n'y a pas eu d'exception, vaudra success, s'il y a eu une exception, vaudra failure. Ça permet de l'encapsuler. Donc ça, on a vu 3 types qui sont dans la bibliothèque standard de Scala. Il y a une autre bibliothèque qui est assez connue de la communauté, qui s'appelle Scala Z. C'est des mecs qui se sont dit, la bibliothèque standard de Scala va pas assez loin dans le délire programmation fonctionnelle, on va faire d'autres choses. Notamment, on peut trouver des type classes ou des choses comme ça. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'après, il y a des mots comme foncteur applicatif qui font saigner du nez des gens. Donc, on va passer un peu. Mais concrètement, à l'utilisation, c'est la petite ligne qui est là, qu'il faut mettre dans le build.sbt, qui permet juste de dire au système de build d'aller chercher cette bibliothèque. Et après, on peut l'utiliser dans notre code. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 types qui sont implémentés par cette bibliothèque. Le premier s'appelle disjunction, donc c'est les petits backslash et slash. Le deuxième s'appelle non-empty-list et le troisième validation. Le non-empty-list, il n'a pas vraiment de rapport avec la gestion des erreurs, mais je l'ai mis dedans parce que ça va être le petit interlude. On en a besoin pour comprendre le validation plus précisément. Donc le premier, donc disjunction, il est encore une fois très 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 similaire au Either. Les constructeurs, ils n'ont pas le même nom. En fait, c'est assez visuel le délire ici. C'est que le left est remplacé par le petit trait à gauche du V et le right est remplacé par le petit trait à droite du V. Mais sinon, c'est le même principe en fait. Donc mon code, c'est exactement le même, sauf que j'ai remplacé les left et les right par les constructeurs. Mais du coup, si c'est pareil, quelle est la différence? La différence, c'est qu'ici, on pose l'hypothèse que la valeur qui nous intéresse, elle est à droite. Donc c'est là où tout à l'heure, c'était une convention de dire on met à droite la valeur et on met à gauche l'erreur. Ici, c'est une convention un peu plus forcée. Parce qu'en fait, l'API, elle va être orientée pour dire si je fais map, c'est la ligne du dessus à droite, la ligne du dessous pardon, à droite. Si je fais un map dessus, c'est comme si c'était à droite par défaut. Si je veux faire un map sur la valeur de gauche, il faut que je fasse un left map, c'est une autre fonction. Alors que pour le Either, je dois à chaque fois préciser de quel côté je veux travailler. Donc là, en gros, c'est comme Either, sauf qu'il y a le petit bonus en plus qui fait que ça marche, enfin, c'est plus sympa à l'utilisation. Donc on est content, c'est presque un gain gratuit. Il y a la bibliothèque, évidemment, ça ne sert pas à grand-chose de la mettre que pour ça, mais il y a plein d'autres choses sympas dans Scala Z qui peuvent servir. Le deuxième truc, du coup, c'est la non-empty list. C'est un peu comme la liste en Scala, donc une liste chaînée classique. J'ai mis un exemple ici, donc alors c'est pas exactement la signature de la définition de la liste qu'on voit en première ligne. Ça ressemble un peu à ça, c'est pas vraiment du vrai code Scala, mais c'est pour vous donner une idée. Là, en gros, ce qu'on dit, c'est que on a un paramètre XS, ce sera plusieurs trucs de type A. Le plusieurs, ça peut être de 0 à n. Alors en vrai, je crois qu'il y a une limite en Scala, mais on ne va pas rentrer dans ces détails. Donc concrètement, si je fais liste et que je mets rien, ça compile, c'est une liste vide. Si je mets 1, 2, 3, ça compile, c'est une liste avec 1, 2, 3. Non-empty list, elle est définie un tout petit peu différemment. C'est qu'on a un élément de type A et ensuite de 0 à n éléments de type A. Donc ça veut dire qu'on est obligé de fournir au moins un élément de type A puisqu'on l'a mis à part. Et du coup, si on veut faire une non-empty list vide, du coup ça ne marche pas. À la compilation, on ne peut pas. Si on veut créer ces types-là de manière dynamique, il faut tout le temps s'assurer qu'on a au moins un élément à mettre dedans. Donc c'est assez sympa. On va voir à quoi ça nous sert juste après. C'est un autre type là qui va nous permettre de gérer les erreurs, qui s'appelle validation null. Alors validation existe comme type dans Scala Z et validation null, c'est une toute petite variante. Le null veut dire non-empty list, donc le truc qu'on a vu juste avant. Concrètement, ce que ça va nous permettre de faire, c'est... je vais plutôt l'expliquer juste après, ce sera plus simple comme ça. Là, j'ai repris mon exemple. C'est un petit peu comme pour les Either, etc. Sauf que, vous voyez, le code n'a pas exactement la même structure. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai défini 3 variables. Et chacune de ces variables, en fait, va tester un critère. Donc on voit dans le if, j'appelle validation name, par exemple.
Si le critère est respecté, j'encapsule le résultat dans un success. Et si le critère n'est pas respecté, j'encapsule le résultat dans un failure. Alors le failure, il y a des crochets après avec des types écrits. Ça, c'est parce que l'inférence de type n'a pas été capable dans ce cas-là de bien comprendre que moi, ce que je voulais, c'était renvoyer, que mon failure, le type qu'il y avait dedans, c'était non pas un truc de type non-empty list de name to short, mais c'était non-empty list de validation error. Donc c'est un peu son super type. Donc ça, c'est pas très très grave, c'est juste l'inférence de type qui n'a pas marché, donc je suis obligé d'être un peu verbeux. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'au lieu juste de fournir l'erreur et de l'encapsuler dans le failure, l'erreur elle-même, elle est placée avant dans un non-empty list. Donc en gros, j'ai une liste non vide d'erreurs. Donc là, j'en ai qu'une à chaque fois. On pourrait imaginer que je souhaite en mettre 15 si je veux, ça, je peux. Et donc en fait, ces trois variables là que j'ai décrites, pour le moment, il ne se passe rien. Ma fonction validate, elle ne renvoie pas. Je vais être obligé de mettre le code sur la slide d'après parce que sinon ça ne rentre pas. On peut voir que je vais faire une opération, utiliser un opérateur un peu bizarre, le pipe @pipe. Ce truc-là est défini, alors c'est pour ça que j'ai mis les imports en haut. Les imports, ils sont un peu compliqués à trouver parce que la doc de Scala-Z, elle n'est pas encore aussi bien qu'elle le mériterait. C'est tout un délire avec les applicatifs. Je ne vais pas rentrer dans le détail de comment ça marche, parce que là, du coup, c'est le mot qui fait signer les gens du nez, c'est les foncteurs applicatifs en français. L'idée, c'est que j'ai des valeurs qui sont de type validationnel d'un certain type, et je vais les combiner entre elles. Donc c'est à ça que sert mon petit opérateur avec l'arrobase. Je vais les combiner entre elles, et en fait, s'il y en a au moins une qui est en mode failure, donc qui contient une erreur, à ce moment-là, on va récupérer toutes celles qui sont en mode failure et puis stacker toutes les erreurs ensemble. Donc là, j'obtiendrai, par exemple, si mes trois critères ne sont pas respectés, j'obtiendrai 3 erreurs d'un coup. Par contre, s'ils sont tous respectés, donc vraiment il y en a 0 qui ont échoué, à ce moment-là, c'est la fonction que je définis après, juste entre accolades. Je lui explique comment du coup créer une valeur à partir des trois valeurs de succès. Donc là, en l'occurrence, mes 3 valeurs de succès, c'était les 3 attributs du valid player. Donc je crée un nouveau valid player avec, et ce sera ça, mon résultat, qui sera encapsulé dans le validation nel qu'on obtiendra à la fin. C'est-à-dire qu'on renvoie vraiment, vous voyez dans le type en haut, on obtient un validation nel. Donc tout ça est encapsulé. Donc en gros, je lui ai expliqué comment fusionner mes 3 validation nel en un seul. Je lui ai expliqué comment faire pour le cas où ça fonctionne. Le cas où ça ne fonctionne pas, où il y a des erreurs, vu qu'on utilise des listes non vides, lui automatiquement, donc il va les concaténer, les listes, et donc on aura accumulé toutes nos erreurs. Ça, c'est hyper sympa, pas que dans l'exemple simpliste que je donne, mais un exemple dans la vraie vie, c'est j'ai un formulaire sur une page web, je vais effectuer plein de validations côté serveur, est-ce que l'email est correct, est-ce qu'il est déjà dans la base, enfin, on peut imaginer plein de choses. Et s'il y a des échecs, évidemment, je veux réafficher à l'utilisateur, je vais lui réafficher la même page de formulaire et puis écrire en rouge là où il s'est trompé, là où il y a des problèmes. Mais j'ai pas envie qu'ils doivent corriger d'abord, ah zut, l'email n'est pas bon, après il l'a saisi correctement, ah zut, en fait, le commentaire que tu as mis, il est trop long. Là, en fait, je peux avoir tout d'un coup, tant que mes fonctions de vérification sont indépendantes. Parce qu'évidemment, si j'ai besoin que l'email soit valide avant de checker s'il est en base, par exemple, eh ben, faut déjà qu'il soit valide. Donc s'il n'est pas valide, je ne peux pas prédire est-ce qu'il serait en base s'il était valide, c'est impossible. Mais dans le cas, comme on a dans l'exemple, si nos fonctions elles sont indépendantes, on peut les stacker ensemble pour accumuler les erreurs. Je vais parler rapidement d'une autre bibliothèque qui s'appelle Rapture. Ça a été créé par quelqu'un qui est assez actif dans la communauté Scala qui s'appelle John Pretty. Là, cette fois-ci, c'est plus en mode découverte, c'est-à-dire que ce qu'il y a là-dedans, on y reviendra par la suite, c'est pas vraiment production ready. Mais en fait, en explorant un peu ce qui se faisait pour faire cette présentation, pour la préparation, je suis tombé dessus et c'est assez intéressant ce qu'il a fait. Donc, je vous ai mis le petit code si vous voulez tester la librairie. On voit avec le M5 que c'est même pas une version stable pour le moment qui existe. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il l'a déployé. Qu'on peut récupérer le binaire automatiquement. Avant, il fallait compiler tout le truc sur GitHub à la main. Comment ça fonctionne? En fait, donc Rapture, comme vous voyez sur la... Pardon, j'ai passé trop vite. Comme vous voyez sur cette slide, c'est un truc qui gère un peu plein de choses. Donc il y a des entrées-sorties, il y a de la crypto, il y a du JSON, etc. Là, je vais vous parler juste d'une petite fonctionnalité qui est dans le core, qui s'appelle les modes. Donc il suffit de faire un import rapture.core, pardon.
là, à la définition, ce qui va se passer, c'est que notre fonction validate de tout à l'heure, donc là, je suis parti de celle qui renvoyait un either, par exemple. On va la wrapper. Donc le code, il rentrait pas trop bien sur une ligne, c'est pour ça que la deuxième ligne est un peu bizarre, c'est le type de renvoi de la fonction. On voit que j'utilise mode.wrap, et là je lui indique du coup, alors c'est dans l'autre sens que le either, je lui indique d'abord le type qui est en succès, et ensuite le type d'erreur. Il y a un truc implicite, machin, ça c'est propre au mode, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est toute la magie du truc, je vous expliquerai juste après à quoi ça sert. Et dans le corps de notre fonction, j'utilise une méthode qui est dans mon mode encore, donc dans la bibliothèque, qui fait wrap either, où là je lui passe ma fonction qui va renvoyer un either, je wrap un either, et en fait l'intérêt de faire tout ça, c'est que ensuite, on va pouvoir, au moment de l'appel, choisir qu'est-ce qu'on veut comme type de retour. Dans le premier exemple, en faisant juste un import de mode.returnOption, et ben, mon validate va renvoyer un option de valid player, comme on le voit sur la signature de la première ligne. Juste en dessous, je fais pareil avec try. Donc cette fois-ci, j'obtiendrai un try de valid player. En fait, ça utilise ce qui s'appelle les implicites en ce cas-là. Le import qu'on fait là ajoute dans le scope du bloc de la fonction des variables implicites qui ont été définies dans la bibliothèque, qui seront passées implicitement en paramètres. C'est pour ça qu'on ne le voit pas c'est pas écrit. C'est le fameux paramètre implicite mode. Et notre fonction wrapIther, du coup, va pouvoir se débrouiller pour renvoyer le mode qu'on a choisi. Et les modes, il y en a plusieurs. Il y a de quoi dire, en fait, on veut des exceptions. On peut vouloir un either, un option, un try, futur qui sert pour tout ce qui est asynchrone, mais qui ressemble un peu au either. Si on oublie que c'est asynchrone, ça gère aussi un peu les erreurs. Et puis il y a d'autres trucs un peu plus fous, du style le keep calm and carry on. Il me semble que ça ignore toutes les erreurs, puis on s'en fout. Donc c'est marqué en gros ne pas utiliser sur la doc. Ou explicite qui peut nous permettre de dire on veut passer le mode explicitement. Parce qu'en fait ce que j'ai fait là dans mon truc, c'est que j'ai mis le import, il est assez local, il est vraiment contenu dans mon bloc de définition des fonctions, donc il ne s'applique pas à ce qu'il y a dehors, mais si je le mets en tête de fichier, tous mes trucs qui utilisent des modes, du coup, vont utiliser le mode que j'ai défini de manière globale. Donc il y a plusieurs trucs comme ça. J'ai mis un petit truc missing, c'est-à-dire qu'en fait, c'est documenté qu'il y a tout ça, mais quand on regarde dans le code, le either, il est commenté. Donc il marche pas. Donc je sais pas trop pourquoi, j'ai pas eu le temps d'enquêter plus que ça, il y a zéro indication, c'est pour ça que je dis c'est pas trop prêt pour la prod encore. Je sais pas si ce serait une bonne chose ou pas, mais en tout cas je voulais vous le montrer aujourd'hui parce que je trouve que l'approche elle est assez intéressante. On arrive vers la fin, là il me reste plus beaucoup de temps donc je vais faire un petit résumé. Ce qu'on a vu là du coup c'est toutes ces manières là de traiter pour envoyer des erreurs métiers. Donc null et exceptions, souvent c'est déconseillé en ce cas-là de manière générale, mais du coup encore plus pour des erreurs métiers qu'on peut prévoir, c'est vraiment pas top quoi. Option de A c'est pas mal. C'est dans le cas où on n'a pas besoin d'avoir d'informations sur l'erreur qui s'est produite. Either et try, je les ai indiqués ici, c'est cool aussi, mais du coup, pour le either, il y a des meilleures alternatives qui sont juste en dessous, et pour le try, c'est surtout sympa quand on traite avec des exceptions, donc on va dire, on est content qu'il soit là, mais on va pas l'utiliser non plus de gaieté de cœur. Du coup, Scala Z disjunction, lui, c'est vraiment le either amélioré. Et le validation null nous permet d'accumuler nos erreurs quand on en a plusieurs et qu'on va faire des tests indépendants. Et du coup, Rap sur mode, comme je disais, on ne l'utilise pas trop en production, c'est pas trop une bonne idée, je pense, pour le moment. Cela dit, si on prend les 6 derniers mois sur cette bibliothèque, l'auteur est quand même en train de, je pense, d'être dans une volonté de cleaner un peu son truc qu'il avait sorti en mode regardez ce qu'on peut faire. Là, il est en train de documenter et de faire des articles de blog, mais c'est pas très mature pour le moment. Et la conclusion un peu plus conceptuelle, c'est que pour gérer les erreurs métiers, du coup, je vous conseille vraiment d'utiliser des types, ne serait-ce que parce que ça affiche clairement le contrat de la fonction. Quand on lit juste la signature de la fonction, c'est indiqué que ça peut échouer, c'est indiqué qu'est-ce que ça peut renvoyer comme erreur quand ça échoue. Donc ça sert vraiment à documenter le code. J'ai pas besoin ensuite, moi, d'aller lire l'implémentation de cette fonction pour me dire, ah zut, ça peut renvoyer ça ou ça, et je suis pas obligé d'aller explorer ça, je peux vraiment la prendre en mode boîte noire.
Et surtout, on peut avoir une vérification de cohérence par le compilateur, qui va s'assurer qu'on traite bien tous les cas qui sont prévus par la fonction. C'est ce que je montrais tout à l'heure avec le coup du pattern matching. Si on oublie de traiter un cas, on a un warning. Si on a transformé le warning en erreur, on a une erreur du coup. Donc c'est plutôt pas mal. Moi, ça m'a sauvé la vie dans plein de projets où clairement, quand l'erreur de compilation elle arrive, on se dit, bah ouais, ça, je l'aurais laissé passer en prod, j'aurais peut-être mal testé mon truc et boum, ça partait en prod. Donc c'est sympa d'avoir le moyen de tester ça par construction. C'est dès le début. C'est pas j'ai un outil par derrière que je branche qui va faire des tests ou quoi. Là, on a le moyen de le tester dès le début, donc c'est cool. C'est tout pour moi. Donc les slides et les extraits de code qui sont dans les slides seront sur GitHub. J'ai mis les extraits de code aussi pour, si vous voulez vérifier que ça compile du coup. Vous pouvez tester avec le REPL, de jouer un peu avec. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Donc comment est-ce qu'on fait quand les valeurs sont dépendantes les unes des autres? Avec le validation, c'est ça? Bah, si on est avec un truc style either ou disjunction, du coup, bah, on va avoir comme plusieurs étapes. On a une première étape qui va renvoyer un either, par exemple. C'est le premier truc. Si jamais ça a réussi, donc là, on peut le savoir soit en faisant un pattern matching, soit on peut utiliser un truc comme flatmap. En fait, flatmap, ça veut dire si ça a réussi, au lieu de dire je transforme le résultat, c'est je vais transformer le résultat, mais je vais renvoyer un autre either. Et au lieu d'avoir un either de either, ça va les fusionner. Et du coup, j'aurai plus qu'un seul either. Et du coup, on peut les chaîner. C'est tout le délire des foncteurs applicatifs et des monades de permettre ce chaînage, en fait, qui me permet de tester les trucs qui dépendent à chaque fois du résultat d'avant ou d'un des résultats d'avant. Le validation error, on peut plus le voir comme ça traite en parallèle les trucs. Donc il ne faut pas qu'il y ait de dépendance. Oui? Donc le fait qu'il y ait un warning s'il nous manque un élément dans le pattern matching de Heiser, je vais remettre la slide. Excusez-moi, j'ai un netbook qui a un processeur pas très fou. Oula, j'ai appuyé un peu vite. Oui, c'est exactement ça. C'est que en fait, le Heiser en lui-même, c'est comme s'il était défini avec un sealed. Donc on est obligé de traiter le cas left et right. Mais mon type qui est dans left, il est aussi avec un sealed. Donc il y a 3 constructeurs et on sait qu'il n'y en a pas plus. S'il n'y avait pas le sealed, ce serait valide quand même mon code. Mais comme il ne sait pas s'il y a un autre cas possible, du coup il va pas pouvoir me donner les mêmes warnings avec la même précision. Donc j'aurai pas de warning parce que potentiellement il y a peut-être d'autres cas, ce genre de choses. Oui? Cats, non, j'ai pas encore testé. Le... Ok. Tu veux dire que le disjunction, donc celui-là. Et du coup, je vais répéter pour l'enregistrement, c'était pas une question, c'était une remarque. Il y a dans Cats un mécanisme qui est plus lisible que celui-là. C'est ça? Je regarderai à l'occasion. Oui? J'ai pas entendu l'option de. Bah, en fait, le truc, je vais pas vraiment pouvoir répondre de manière complète. Peut-être que quelqu'un ici aura une meilleure réponse. Mais en fait, moi, la plupart des projets que j'ai pu faire en ce cas-là, c'est arrivé très rarement qu'on soit beaucoup sur le projet. Ou souvent, c'est plus des trucs où je suis tout seul.
Moi, j'aime bien parce que je sais que je vais pas faire du code qui fait des warnings. Si ça fait un warning, c'est que j'ai un problème, donc je veux le corriger. Et l'avantage de ça, c'est qu'en fait, si on est en train de coder, donc on est dans des boucles d'itération où on code, on compile, on code, on compile, et là, il y a le warning qui passe, on change de fichier, on continue à bosser, etc. Comme le compilateur il est incrémental, le warning, on l'aura que quand le fichier en question qui produit le warning est compilé, et donc c'est assez facile de l'oublier en fait. Et on le revoit que quand on compile tout à zéro. Donc moi je suis assez fan de finalement transformer les warnings en erreurs pour cette raison-là. Mais j'imagine que c'est les goûts personnels. Je suis pas sûr d'avoir compris la question. Tu peux reformuler? Ah oui, les différentes possibilités. Du coup, la question c'est est-ce qu'il faut prévoir à l'avance d'en utiliser que certains ou est-ce qu'on peut les mélanger? On peut les mélanger. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est ce qui se passe souvent parce que on va souvent utiliser des bibliothèques externes dans son projet et ces bibliothèques, elles vont faire le choix de s'appuyer pardon, soit sur Scala Z, soit sur autre chose, soit souvent sur la librairie standard de Scala. Et donc, c'est pas rare qu'on ait des options, des hyzer, même des fois des tries qui traînent dans toutes les API qu'on peut trouver. Donc, le choix, il est peut-être plus au niveau de quelle dépendance on veut ou pas inclure dans le projet. C'est-à-dire que si je veux juste me servir du Rapture Mode une fois dans mon projet, ça vaut peut-être pas le coup de choper toute la dépendance. Maintenant, comme la plupart des trucs sont dans la lib standard de Scala, ça pose pas de problème. Et la réponse un peu plus, on va dire haut de gamme, mais je vais pas beaucoup développer non plus, parce que je suis pas du tout un expert, c'est que en fait toutes ces structures de données vont utiliser on peut imaginer, si on se réfère à l'univers Haskell, que ça implémente des type classes, donc il y a des comportements communs entre elles. Et du coup, elles sont un peu faites pour fonctionner de la même manière, des API similaires, et parfois même elles sont compatibles entre elles. Donc ça m'arrive jamais de me dire, dans ce projet, je fais pas de hyzer. Ça aurait pas trop de sens, quoi. Donc il y a même souvent des ponts entre. On peut facilement transformer un hyzer en option, par exemple. Il suffit de dropper la partie à gauche, et puis voilà, on a un option en gros. Et pareil avec Scala Z, du coup, qui lui est une librairie externe, il y a des ponts pour aller vers ou depuis les options et les hyzer qui sont dans la bibliothèque standard. Oui. Voilà, c'est un grand débat. Je ne sais pas si je peux vraiment répondre. Donc la question c'était est-ce que lancer des exceptions c'est une mauvaise pratique? Là, en fait, dans ma présentation, je traite vraiment le cas où ce sont des erreurs métiers. C'est-à-dire qu'à l'avance, on sait ce que c'est. Ce n'est pas des erreurs vraiment très techniques. Donc après, il y a un long débat, il y a plein de papiers académiques, pas académiques, sur à quoi ça sert les exceptions, etc. J'ai pas assez de recul pour rentrer dans ce débat-là. J'aurais tendance à dire, quand je peux l'éviter, ben, je les évite. Parce que l'avantage, c'est que moi, ça me permet de modéliser de manière propre ce qui peut foirer. Et du coup, le système de type m'aide à le gérer. Maintenant, j'imagine, il y a sûrement des gens qui sont plutôt sur les exceptions. Ouais, j'ai pas fait de test, mais c'est probablement vrai. Du coup, je répète que les exceptions, comme elles génèrent des stack traces, sont probablement plus coûteuses. Maintenant, si le programme crash, parce qu'on s'en fout, je sais pas, enfin remarque, ça dépend comment on gère le truc. Il y a encore un petit peu de temps pour une dernière question, si vous voulez. Non, bah bonne journée à tous alors.